Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur France 3 Normandie pour vivre ensemble l'épilogue de ces élections régionales et départementales. À 20h, nous serons en mesure de vous donner des estimations à la sortie des urnes. Et ce soir, ce sera comme dimanche dernier. Tout le monde sera mobilisé à France 3. Bonsoir Franck. Bonsoir Amélie. Et pour vous permettre de suivre le dénouement de ce scrutin, double scrutin, l'ensemble de la région est sur le pont. Nous serons présents partout en Normandie, à commencer par les QG des 4 candidats finalistes de ce second tour des régionales. Nous serons également dans les 5 conseils départementaux, puisqu'il y a des enjeux, notamment en Seine-Maritime. On doit renouveler sur l'ensemble de la région 262 postes de conseillers départementaux. Nous recueillerons également tous les résultats. Il y en aura beaucoup de ce second tour en compagnie de Magali Nicolin et Véronique Arnoux qui se trouvent avec nous. Elles sont au cœur de la rédaction de France 3 Normandie à Rouen. Bonsoir à toutes les deux. Et puis nous commencerons par le tout premier chiffre de la soirée. Franck, très attendu ce premier chiffre après le taux record de l'abstention du premier tour. Oui, et on peut dire qu'il est sensiblement égal à celui de la semaine dernière. Regardez, on va le découvrir sur la Normandie, 66,8% d'abstention. Quelles sont les raisons de ce désintérêt pour ce double scrutin? On essaiera d'analyser ce chiffre dans un instant. Des bulletins dépouillés depuis 18h dans les différents bureaux de vote de la région. Dépouillement que vous suivez de très près. Pierre-Marie Puot, vous êtes en direct, vous, d'un bureau de vote à Colombelles, dans le Calvados, où le taux de participation déjà fut très mince au premier tour. Bonsoir Pierre-Marie, qu'en est-il ce soir ? Alors ce soir, vous le voyez, le dépouillement est terminé. Quand il y a peu d'électeurs, eh bien, le dépouillement est une affaire assez vite expédiée. Nous avons croisé une électrice cet après-midi. Elle n'était pas venue voter dimanche dernier. Avec le Covid, disait-elle, j'avais un petit peu peur. Et puis, c'est vrai que cette année, on n'a pas reçu beaucoup de papiers dans les boîtes aux lettres. Bref, je n'avais pas la tête à ça. À Colombelles, la participation est un tout petit peu meilleure ce dimanche, 23,6%, moins d'un électeur sur 4. Notre électrice précise, il pleuvait aujourd'hui, j'avais besoin de prendre l'air. On a les motivations qu'on peut. Les électeurs les plus assidus sont là, ceux qui votent par réflexe, parce que, disent-ils, c'est un devoir. Ce dernier carré d'irréductible est sans voix pour évoquer l'abstention massive, comme si elle n'était pas bien concevable, comme si un fossé s'était creusé. Nous avons aussi croisé une toute jeune électrice, elle votait pour la première fois. Le vote, dit-elle, c'est le fondement de notre démocratie. J'en ai parlé autour de moi, j'ai essayé de faire voter. Elle signe la feuille d'émargement dans un bureau vide et elle nous dit « c'est inquiétant, très inquiétant ». Merci Pierre-Marie. Bruno Cotresse, je le disais, vous êtes politologue, chercheur au CEVIPOF. On avait déjà parlé d'une abstention record la semaine dernière. On a un point de plus, à peine un point de plus de participation. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Il n'y a pas de quoi se réjouir, et d'autant moins si on comparait le deuxième tour de ce soir au deuxième tour des régionales de 2015, où alors là, c'est véritablement vertigineux, puisqu'on a une augmentation de près de 24-25 points d'abstention, qui en nombre d'électeurs au plan national, c'est très important. Dans la région Normandie, ici, c'est à peu près équivalent. On voit que l'opération de mobilisation entre les deux tours n'a absolument pas fonctionné. Ça n'est pas faute que les politiques n'aient pas appelé les électeurs à se mobiliser. Ça n'est pas faute que les médias aient parlé de ce problème qui a couvert véritablement l'ensemble de l'information pendant une semaine. C'est qu'il y a un problème beaucoup plus structurel. Alors ce chiffre, on va le commenter avec vous. On l'a vu, Catherine Morin-Desailly nous a rejoint, soutien d'Hervé Morin, Guillaume Penel pour le Rassemblement national. Il y a Nicolas Maillard-Rossignol qui se trouve en coulisses, qui va nous rejoindre. Il nous rejoint dans un instant. Bonsoir à tous. Et puis il y aura aussi également des invités à Caen. Franck, très rapidement peut-être. Conseiller municipal Europe Écologie Les Verts, qui était sur la liste de Mélanie Boulanger, et Stéphanie Yoncourtin, députée européenne, qui soutenait Laurent Bonneter. Voilà, plus que quelques secondes, 3 exactement pour vous dire, il est 20h et l'heure de découvrir donc qui serait en tête de ce second tour selon notre estimation à la sortie des urnes. Sondage réalisé par Ipsos Steria, celui ou celle qui aurait remporté cette élection. Regardons tout de suite
ce serait Hervé Morin en tête avec plus de 44% des votes estimés à la sortie des urnes, devant Mélanie Boulanger avec un petit peu moins de 26%, 25,9%. Nicolas Bay passe en troisième position à 20,1%. Quant à Laurent Bonneterre, il perdrait même des voix par rapport au premier tour, 9,8% des suffrages. On va vous faire réagir peut-être dans un instant, mais on va partir tout de suite rejoindre Arthur Day, qui est installé au QG d'Hervé Morin ce soir à Beuzeville, le président sortant, qui serait donc réélu selon ce sondage. Arthur, vous êtes aux côtés d'Hervé Morin. Oui, absolument. On est avec Hervé Morin. On a eu ces premières tendances qui sont tombées. Votre réaction face aux résultats, vous êtes a priori largement devant. Attendez, j'ai un micro, vous m'avez laissé un micro. Donc, je vous écoute. Écoutez, bien sûr, c'est une vraie satisfaction avec la déception, bien entendu, de la participation. On aurait aimé une participation plus forte. Je pense que l'enjeu régional, ce que fait la région, c'est aussi, je crois, quelque chose qu'il faudra travailler dans les prochaines années pour que nos compatriotes comprennent à quel point il s'agit d'une collectivité de première importance. C'est de loin celle qui investit le plus en Normandie, c'est de loin celle qui est dans tous les projets stratégiques d'une région. Et donc je pense qu'il y a probablement derrière l'abstention aussi la question de la compréhension de l'action d'une région et d'un conseil régional. Mais au-delà de ça, bien entendu, c'est la satisfaction du travail accompli. Vous savez, ce que j'ai beaucoup entendu durant la campagne, c'est vous avez fait le job. Et ça me faisait encore plus plaisir quand j'ai rencontré peut-être, je sais pas, des centaines de personnes me disant « J'ai toujours voté à gauche, mais je voterai pour vous cette fois-ci parce que vous avez fait le boulot et vous avez tenu vos engagements. » Et donc, en quelque sorte, ce résultat qui est quand même nettement meilleur que celui de 2015, c'est celui en quelque sorte de Normand disant « Vous avez fait le boulot, eh bien on vous laisse continuer à le faire. » Qu'est-ce que vous donneriez justement comme raison à votre victoire? Est-ce qu'on parle de la prime au sortant? Est-ce que vous diriez c'est un bon bilan, une campagne efficace, ou est-ce que vous diriez c'est cette abstention qui dessert le RN et qui vous sert vous? Écoutez, l'abstention, elle a frappé tout le monde. Pas simplement le RN. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a les 60, je ne sais combien, 2-3% d'abstention. C'est pas simplement des électeurs qui seraient des opposants à la liste de la majorité. Donc en clair, ce que je crois, c'est que c'est d'abord et avant tout pour nos compatriotes le fait de dire Morin, vous avez fait le boulot, eh bien continuez. Merci beaucoup, monsieur Morin. Merci. Merci pour cette première action donc en direct de son QG à Beuzeville. Hervé Morin donc réélu pour un second mandat avec plus de 44% des voix. Quelle est l'ambiance maintenant du côté de Mélanie Boulanger? On va aller au siège du Parti socialiste à Rouen. La candidate PS Europe Écologie qui est créditée, je le disais, de près de 26% des voix. Salima Zegaï est à ses côtés. Quelle est l'ambiance sur place, Salima? Eh bien, les premières estimations tombent et avec elles la pression aussi. Je ne serai sans doute pas présidente de région, a réagi Mélanie Boulanger, mais ces premiers résultats à prendre avec prudence, évidemment, la rassurent. Elle qui était créditée de 16% des voix dans les sondages, loin derrière le candidat du Rassemblement national, Nicolas Bay. Eh bien, le soir du premier tour, elle était sur ses talons et selon les premières estimations, elle serait maintenant devant lui pour ce second tour. La candidate est actuellement dans son QG, elle surveille les résultats avec attention et elle devrait réagir dans les minutes à venir. Merci Salima, merci beaucoup, à tout à l'heure. On va partir retrouver maintenant Emmanuel Partouche en direct depuis le bureau de vote de Caudebec-les-Elbeuf en Seine-Maritime où Laurent Bonneterre suit de très près le dépouillement. Normalement, ce serait terminé. Bonsoir Emmanuel, vous êtes aux côtés du candidat Laurent Bonneterre. Où en êtes-vous? Dites-nous.
Eh bien, effectivement, comme la semaine dernière, dès 18h, Laurent Bonnater a assisté ici au dépouillement des différents bureaux de vote de Caudebec-les-Elbeuf. C'est ici la commune dont il est élu maire depuis 2014. Les visages étaient clairement un peu plus tendus que la semaine dernière et on le comprend ce soir. D'après les premières estimations de sortie des urnes, Laurent Bonnater, vous l'avez dit, arriverait avec 9,8% des voix. On va donc pouvoir tout de suite demander au principal intéressé quelle est sa première réaction. Monsieur Bonnater, bonsoir. 9,8% des voix ce soir, a priori, d'après les premières estimations. 11,07% la semaine dernière. Comment réagissez-vous ce soir ? C'est évidemment une déception. Quand on se présente à des élections, c'est toujours pour faire le score le plus haut possible, pour convaincre le plus de nos concitoyens. Il y a eu clairement un vote utile qui a joué à plein. Et donc, on a perdu apparemment quelques voix par rapport au premier tour. Et on retrouve ce score aujourd'hui. On était autour de 10% haut au premier tour. On est 10% bas au deuxième tour. C'est un peu dommage. On aurait préféré progresser. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous allons être plusieurs, sans doute une demi-douzaine, à rentrer au Conseil régional de Normandie pour faire entendre notre voix, nos idées. Et je suis très heureux d'amener avec moi des nouveaux élus, des gens qui n'ont jamais eu de mandat régional, à commencer par moi, pour porter cette voix-là dans la région Normandie. Merci, Monsieur Bonnater, pour cette première réaction. Alors avec nous sur ce plateau, plusieurs invités nous ont rejoint. Catherine Morin-Desailly, vous étiez aux côtés d'Hervé Morin dans cette campagne. Quand on voit le plébiscite qu'il a ce soir, avec plus de 44% des voix, il creuse l'écart dans ce second tour. C'est pas une surprise pour vous, justement, ce score ? Écoutez, comme l'a dit Hervé Morin tout à l'heure, je crois que c'est la traduction du bilan, du travail réalisé par les élus régionaux. Les enquêtes de satisfaction ces 2 dernières années montraient l'approbation des Normandes et des Normands par rapport au travail qui était réalisé. Alors bien sûr, ce résultat, il faut le prendre aussi avec humilité, parce qu'il y a encore beaucoup de travail devant nous à réaliser, et ça dès demain. Et puis, je voudrais aussi insister sur le fort taux d'abstention, et je crois qu'autour de cette table, on est tous d'accord pour dire que c'est un sujet. C'est un sujet. Ce qui était un sujet aussi dans cette campagne, c'est la non-distribution correctement de la propagande électorale. Donc ça, on aura l'occasion d'en parler dans les jours qui vont venir. Mais s'agissant du résultat d'Hervé Morin, je pense que ça le récompense de l'énergie, de l'enthousiasme, des efforts qu'il a déployés avec ses équipes ces dernières années. Nicolas Mayer-Rossignol, vous avez soutenu Mélanie Boulanger dans cette campagne. Je rappelle que vous êtes le maire PS de Rouen, président de la métropole de Rouen. Vous avez le sourire ce soir parce que en 2015, c'était vous qui étiez face à Hervé Morin. Aujourd'hui, elle est deuxième avec le score qu'elle réalise. Elle passe devant Nicolas Bay. Quel est votre sentiment ? Vous êtes fier, j'imagine. Non, le sourire, attention. Bien sûr, c'est une déception parce que quand on va dans une élection, c'est pour la gagner. Mais d'abord, il faut être fair-play. Quand il y a un vainqueur, il faut le saluer. Et clairement, on va attendre les résultats définitifs, mais il est quand même très, très probable qu'Hervé Morin soit vainqueur. Donc, il faut tout simplement saluer cette victoire. Ensuite, c'est ce qu'a dit Mme Morin-Desailly, et je partage complètement, à la fois de l'humilité sur l'abstention, parce que quand même, quand on regarde le nombre de voix, le nombre de personnes qui sont allées voter, M. Morin, comme toutes les listes, à vrai dire, fait moins de voix que la dernière fois. Et je n'attaque personne en disant ça, c'est juste qu'il y a presque la moitié de moins de votants qu'en 2015. C'est quand même énorme. Et puis, je n'ai pas l'habitude de m'énerver ou de hausser le ton, mais là, je voudrais quand même le dire de façon extrêmement solennelle. On a un gouvernement incapable de fournir dans les boîtes aux lettres les documents électoraux 2 fois de suite. Ça veut dire que les référents mis en place en préfecture, je voudrais qu'on clarifie justement les référents qui ont été promis, ça n'a pas été le cas, la propagande n'est pas arrivée. Un scandale absolu. Et je ne dis pas ça pour ma famille politique. On sera tous d'accord pour dire que premier tour, tout le monde l'a dit, les documents n'arrivent pas chez les gens. Bon, on a dit oui, mais il y avait une entreprise privée, etc. C'était OK. Le ministre de l'Intérieur, qui a cette responsabilité, est convoqué, s'exprime devant les parlementaires, assure que tout va bien se passer. Second tour, c'est pire. Mais comment voulez-vous que les gens aillent voter ? Je suis désolé, je n'ai pas l'habitude de m'énerver, mais ça, c'est un scandale. On a un gouvernement incapable. On n'envoie pas une fusée sur la Lune. On parle de donner des documents dans des boîtes aux lettres. C'est absolument scandaleux. Ça explique seulement... Pardon Franck, allez-y, je vous en prie. Et puis je voudrais juste dire quand même un mot sur Mélanie Boulanger, parce que tout le monde nous avait dit oui, mais elle n'est pas connue, elle va faire un très mauvais score, et puis elle va se faire battre par d'autres listes, à gauche, etc., etc. Au final, elle fait un score qui correspond
largement au rassemblement de toute la gauche pour le second tour, et même au-delà. Et à Rouen, elle est autour de 45%, largement devant toutes les autres listes, et elle passe devant le Rassemblement national. Alors justement, on va revenir aux résultats. Le Rassemblement national, la liste de Nicolas Bay qui est relégué en 3e position, alors que pendant des mois, tous les chroniqueurs ont annoncé justement ce match entre Nicolas Bay et Hervé Morin. Elle a déjoué, c'est vrai, tous les pronostics. Mélanie Boulanger, c'était sa première candidature. Guillaume Penel, vous êtes un soutien de Nicolas Bay. Oui, Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans sa campagne? Non, je pense que la campagne a bien fonctionné, mais on le commande depuis tout à l'heure. Le taux d'abstention a particulièrement frappé les jeunes et les classes populaires. Les jeunes et classes populaires sont notre électorat de base et ils ne se sont pas déplacés. On résiste Marine bien Le Pen ce soir. s'était mis en colère quand même Oui, le c'était soir du comme premier beaucoup. tour. C'est bien normal. Et je Ça voudrais a pas exprimer marché. aussi une colère assez froide vis-à-vis du gouvernement. C'est un scandale. Ce sont des incompétents. Il y avait déjà eu les masques. Incompétence au niveau des masques. Il y avait déjà eu les tests, incompétence au niveau des tests, incompétence au niveau des vaccins, et maintenant, il y a incompétence au niveau de distribuer des documents électoraux. Mais en fait, on a cette impression que cette incompétence, parce que c'est extrêmement grave ce qui s'est passé, cette incompétence sert les intérêts de la République en marche. Ce sont des dizaines de milliers de Normands, pour ne pas dire des centaines de milliers, qui n'ont pas reçu, on a eu tous des témoignages, les documents électoraux. Et vous savez, les personnes âgées attendent ce bulletin. Beaucoup ont été perdus, ne savaient pas qu'il y avait des élections, parce qu'on commente en fait un taux de participation extrêmement bas. Il était déjà bas il y a quelques années. Alors, oui, mais c'est quand même un vrai scandale. C'est une honte. On pense qu'on est dans un pays du tiers-monde. On l'entend depuis la semaine dernière. Effectivement, c'était vrai au premier tour, c'est vrai au second tour. Et il y aura certainement des suites avec des plaintes qui auraient été déposées. Oui, mais c'est trop tard. Monsieur Darmanin va dire attention, je crie très fort. Par l'Assemblée des départements de France également qui s'interroge sur les suites à donner. Ça, c'est une chose. Sur le score. Le score, il est par rapport à celui, voilà, on ne va pas se mentir, voilà. 20,1%. Le vainqueur, bien sûr. On progresse. Généralement, il y a une petite mobilisation supplémentaire en direction du Rassemblement national. On fait le score qu'on a fait la semaine dernière. On sait, on connaît maintenant la sociologie de notre électorat. 7 points par rapport à 2015. C'est un fait, notre électorat, les jeunes et les milieux modestes ne se sont pas déplacés par un désintérêt de la vie politique. C'est un fait, il a été commenté tout à l'heure. On va pas... Catherine Morin-Desailly, après on ira à Caen. On est tous pour déplorer la forte abstention liée à une grave carence dans l'organisation de la distribution de la propagande électorale. Il y a une commission d'ailleurs d'enquête au Sénat qui va se mettre en place très rapidement. On va faire notre travail au niveau du Parlement, je tiens à le dire, c'est très très important pour la suite. Malgré tout, le scrutin dégage quand même des grandes tendances qu'on ne peut pas nier. Et je pense aussi que peut-être le décrochage en faveur de certains partis qu'on vient d'évoquer, il n'est pas allié qu'à l'abstentionnisme. Voilà. Quand on raconte... On va retrouver, si vous voulez bien, simplement pour répartir la parole. S'il vous plaît. Les électeurs aussi, vous perdez des voix, faut les créditer. Vous perdez des voix aussi. Faut les créditer, c'est moi terminé. Il faut les créditer aussi d'une forme de sagesse, et ils observent aussi un certain nombre de choses. Oui. Et quand on leur donne des contre-vérités, des mensonges à longueur de journée, vous perdez des voix. Soyez humble, Madame Morin-Desailly, etc. Soyez, ayez le triomphalisme modeste. Vous n'êtes pas élevé, monsieur. Oui. Laissez-moi terminer. On a le droit de débattre aussi, quand même. Voilà. Parce que sinon. Donc, je crois que ils sont sages aussi, les électeurs. Et donc, ils voient bien qu'il y a des choses aussi qui ne sont pas acceptables. Et quand il y a des contre-vérités, des mensonges affichés, ils le sanctionnent aussi dans les urnes. Alors, on a d'autres élus qui nous attendent depuis le studio de Caen. En l'occurrence, Stéphanie Yoncourtin, députée européenne, soutien de Laurent Bonnater. Bonsoir. Quand on regarde le score de votre candidat, on va effectivement certainement faire le procès de la distribution de ces documents de campagne durant toute la soirée. Ça, c'est je ne suis pas membre du gouvernement, juste pour non, je sais bien. Vous êtes, même si vous êtes proche du président de la République, on le sait également. Mais sur ce résultat, alors 9,8%, c'est moins bien qu'au premier tour pour Laurent Bonnater, soutenu pourtant par La République En Marche, par l'ancien Premier ministre. Édouard Philippe, c'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné là aussi? Écoutez, c'est ce que j'ai dit déjà, et moi je ne suis pas vraiment surprise. Je pense que c'est la tendance de la prime au sortant. Effectivement, d'abord, je voudrais quand même remercier les personnes qui se sont déplacées, quelles qu'elles soient. Les personnes qui ont fait le travail sur le terrain. Les personnes qui aujourd'hui, à ces heures, ont passé leur journée dans les salles de vote. Parce que 2 tiers d'abstention, c'est important. Moi, j'entends les satisfecit, les procès en incompétence, en irresponsabilité.
Moi, je voudrais dire une chose, c'est qu'on a quand même 2/3 de personnes qui ont confirmé que ça ne les intéressait pas de venir voter. Et donc, on a une vraie crise de confiance contre des élus de proximité. Donc je pense qu'à un moment, il faut peut-être qu'on s'interroge, au-delà de savoir qui est responsable de quoi. J'entends les couacs. Alors je ne suis pas membre du gouvernement, je l'ai dit, et très honnêtement, j'aurais préféré qu'il y ait des programmes qui soient distribués partout, parce que ça nous aurait aidé aussi. Vous voyez bien que ça ne nous a pas complètement confortés dans nos scores que de ne pas avoir des programmes distribués partout. Les gens ne veulent pas cette politique un peu à l'ancienne, de parti, de clivage. Oui, je pense qu'il y a une prime au sortant. Est-ce que Stéphanie Yoncourtin, la victoire d'Hervé Morin ce soir, c'est pas la victoire de quelqu'un qui sait, on l'avait vu dans les intentions de vote, dans ce sondage Ipsos la semaine dernière, avec 68% des Normands, toutes catégories politiques confondues, qui trouvaient que le bilan était plutôt bon, voire excellent. Est-ce que finalement la victoire d'Hervé Morin, je vous pose la question, Stéphanie Yoncourtin, c'est pas la victoire d'un homme? Je sais pas, peut-être, moi je veux pas politiser et je pense que c'est dommage de personnifier une région à une seule personne. Il y a quand même plus de 100 élus. À la différence des partis traditionnels, vous le savez, on n'était pas connus, nous. Notre tête de liste n'était pas connue il y a quelques mois. On n'a pas pu faire campagne compte tenu de la crise sanitaire. Les gens nous l'ont dit en nous disant c'est dommage, c'est intéressant. Nous, on a une offre un petit peu différente, pas de clivage. Au-delà des clivages politiques, les idées de gauche et de droite peuvent être intéressantes. C'est comme ça qu'on fonctionne. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné comme maire, comme conseillère départementale, comme députée européenne, parce que je pense que, oui, on peut se satisfaire. Le satisfecit, à mon avis, doit être modéré. Surtout, il faut avoir la victoire modeste quand 2/3 de personnes n'ont pas voté. Alors, moi, avant de retrouver peut-être les premiers résultats dans les cantons et de vous retrouver, Stéphanie Yoncourtin, dans quelques instants, hein, on va aller voir Pierre Maripeau à la mairie de Colombelles. C'est près de Caen, c'est une commune où au premier tour, près de 8 électeurs sur 10 ne s'étaient pas déplacés aux urnes. Comment se déroule le dépouillement, Pierre-Marie? Est-ce qu'il est terminé? Alors, vous le voyez derrière moi, le dépouillement effectivement est terminé. On vient d'éteindre la lumière ici à la mairie de Colombelles. Fin de soirée électorale et le bureau de vote ici à l'hôtel de ville a sonné un peu creux toute la journée. Un électeur sur 4 a voté, moins d'un électeur sur 4. C'est à peine plus que la semaine dernière. On a peine à s'imaginer que cette ville se distinguait jadis par une très forte participation. C'était une ville ouvrière avec des partis politiques bien implantés, des syndicats. Depuis 15 ans, l'abstention s'enracine. Elle prend même des proportions qui laissent les élus interdits. Alors c'est vrai qu'on vote encore à la présidentielle, au municipal, mais la participation aux autres élections recule année après année. Au bout d'un moment, cela va poser un problème de légitimité pour les élus, soufflait tout à l'heure un assesseur. Quand si peu de gens votent, que vaut une élection? C'est bien là toute la question. Le maire de Colombelles en est certain, cette abstention massive n'est pas qu'un geste d'humeur, ce n'est plus seulement l'expression d'une colère. Il y a la conviction chez certains, dit-il, que le vote ne sert plus à rien, que l'élection ne change rien à leur vie, nous dit Marc Potier. Et ça, c'est bien plus grave, ajoute-t-il. C'est quelque chose qui sape les fondements de la République. Merci Pierre-Marie, merci depuis Colombelles. Alors on a choisi de suivre aussi la soirée de ceux qui ne sont pas forcément allés voter justement ce dimanche. On en a retrouvé certains qui sont en ville devant par exemple un match de football de Coupe d'Europe, devant un certain Belgique-Portugal où vous vous trouvez. Florent Turpin, bonsoir. On a eu envie d'aller leur demander à ces Canets s'ils avaient voté ou si au contraire, eh bien, tout simplement ils avaient préféré faire autre chose ce dimanche. Effectivement, alors le match n'a pas commencé, mais l'abstention, c'est la grande gagnante de ce deuxième tour chez les jeunes. Je vous rappelle que la semaine dernière, lors du premier tour, 87% des jeunes entre 18 et 24 ans ne se sont pas rendus aux urnes. Eh bien, la tendance semble se confirmer aujourd'hui lors de ce second tour. Des jeunes qui, on les a rencontrés, pour certains n'étaient même pas au courant de la tenue de ces scrutins départementaux et régionaux. Et certains nous ont confié qu'ils n'étaient pas allés voter parce qu'ils étaient en train de préparer leurs examens de fin d'année, parce qu'ils n'étaient pas inscrits sur les listes électorales ou tout simplement par désintérêt pour les candidats ou pour la vie politique en général. Voilà ce qui explique cette abstention historique
politique chez les jeunes, même si certains nous ont confié que l'an prochain, ils se mobiliseraient un peu plus pour l'élection présidentielle. Merci Florent. Et donc coup d'envoi du match dans quelques minutes. Le match des régionales, lui, il est terminé. On connaît les résultats, on va les rappeler. 44,2% pour Hervé Morin, 25,9% pour la candidate du Parti socialiste et d'Europe Écologie qui est avec nous depuis le siège de la fédération du Parti socialiste avec Salima Zegaï. Oui, effectivement, je suis avec Mélanie Boulanger qui a suivi les premiers résultats ici dans son QG du Parti socialiste en Seine-Maritime. Mélanie Boulanger, une réaction quand même après ces résultats. Qu'est-ce que c'est, le soulagement qui prime ? Un soulagement, puisque 26%, ça ne nous permet pas d'être élu présidente de la région. C'était mon objectif. On avait dit qu'on ne ferait pas de la figuration. Mais malgré tout, jamais les sondages ne nous ont donné à 26%. Jamais ils nous avaient donné à 18% au premier tour. Jamais ils ne nous ont... La Mélanie Boulanger qui est restée arrêtée, mais on la retrouvera un petit peu plus tard. Peut-être une réaction à ce qu'elle a commencé à dire, encore de l'humilité, puis après on ira voir Rudy L'Orphelin aussi. Nicolas Maillard-Rossignol. Oui, je pense qu'il y a deux messages importants. D'abord, elle vient de le dire. Au départ, Mélanie Boulanger, tout le monde disait, de façon un peu machiste d'ailleurs, mais elle n'est pas connue, elle va faire un mauvais score, etc., etc. On disait aussi pour Laurent Bonnater. Oui, mais je constate qu'à la fin, M. Bonnater a fait le score qu'il a fait, Mme Boulanger a fait le meilleur score d'une tête de liste socialiste en conquête de France. Et sur le second tour, nous avions une stratégie de rassemblement de la gauche. La seule liste d'Union Europe Écologie PS qui était menée en France par une candidate socialiste. Oui, mais vous aviez d'autres personnalités dans d'autres régions. Regardez Mme Vallaud-Belkacem, Mme Filippetti, et même Mme Dely sur les Hauts-de-France, qui est une candidate excellente, qui avait toute la gauche avec elle, a fait le même score, ou à un pouillème près, que Mélanie Boulanger ici. Donc, elle est due à quoi, je veux quand même dire que c'est un score. Si vous permettez que je puisse juste interrompre vos questions de quelques réponses, ça sera parfait. Je voulais juste dire que, au final, elle a fait un score, je crois, tout à fait remarquable. Et puis, il y a un autre enseignement qui me semble intéressant, qui est d'ailleurs pas valable que pour la candidature de Mélanie Boulanger. Madame Morin-Desailly l'a dit aussi. Quand on a une offre politique lisible, claire, en l'occurrence la droite et le centre-droit, en l'occurrence le rassemblement de la gauche et des écologistes, je constate qu'au final, les électeurs ne s'y sont pas trompés. Après, ils votent comme ils votent, mais il y a des scores qui sont clairs et qui sont forts. Et donc, je crois qu'au final, c'est plutôt une revanche, entre guillemets, si on peut dire, de personnalités qui sont juste fidèles à leurs convictions et qui portent leurs convictions jusqu'au bout. Et qui n'auraient pas changé de parti 3 fois en 10 ans, par exemple. C'est ça que vous voulez dire ? Vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais je constate juste que les scores sont là et vous le voyez à la fois pour M. Morin et pour Mme Boulanger. On avait dit qu'elle serait dans les abysses, elle finit deuxième. Bruno Cotresse, quand on voit les résultats de ce soir, avec cette liste d'Hervé Morin donc, qui arrive assez largement en tête, la liste du Parti socialiste et d'Europe Écologie qui fait un très bon score avec près de 26%, devant le Rassemblement national, ça dit quoi justement du paysage politique normand ? Ça dit que le paysage politique normand, à l'image du paysage politique national, il y a toujours des forces politiques qui comptent. On a dit en 2017 que l'intégralité du champ politique français ressemblait à une sorte de champ de destruction où tout avait été démonté pièce par pièce. Et on voit qu'à travers notamment les niveaux locaux, on l'avait vu l'an passé aux élections municipales, on le revoit cette année, il y a une forme de résilience, de résistance des forces politiques qui sont fortement ancrées, qui ont des bases territoriales. Et ça nous rappelle avec beaucoup de force à quel point la politique, c'est aussi beaucoup de l'ancrage dans les territoires. Et au cours des semaines qui arrivent, des mois qui arrivent, dans la perspective de la présidentielle, ça va sans doute être une dimension qui va beaucoup compter. Mais justement, est-ce que vous arrivez à expliquer ce fossé qu'il peut y avoir entre les élections nationales, cette espèce de dichotomie entre les grands rendez-vous nationaux et ces élections locales, finalement ? Oui, c'est un des résultats les plus intéressants des élections régionales et départementales de cette année. Elle nous renvoie l'image d'un système partisan et politique français presque à 2 étages, avec un étage national où une formation politique qui est peu ancrée territorialement a les pleins pouvoirs au plan exécutif, et des formations politiques, elles sont très ancrées au contraire au plan des territoires et qui aspirent à revenir au niveau national, mais qui ont été pour le moment durement sanctionnées
en 2017. Donc ça nous dit ça, et ça nous dit que sans aucun doute, dans les mois qui arrivent, et au-delà même de la présidentielle de 2022, cette question de l'articulation entre le niveau national et le niveau territorial va être la grande question politique française. Alors on a un résultat sorti des urnes, une estimation sortie des urnes, mais est-ce qu'on a des résultats définitifs? On va retrouver Magali et Véronique qui suivent ce scrutin, ce double scrutin pour nous, régional, départemental. Oui, bonsoir. Les premiers résultats commencent à tomber pour le département de l'Orne, dans le canton d'Argentan 1. Brigitte Gassot, Frédéric Léveillé, les candidats sortants de gauche sont réélus. À Magny-le-Désert, Thierry Clérambault, Maryse Oliveira, de divers droites sont élus à plus de 72%. Il faut noter que dans l'Orne, les électeurs se sont rendus dans 17 cantons, puisque 4 binômes étaient déjà élus dimanche dernier. Pour rappel, il s'agissait du canton de Bretoncelle avec Jean-Michel Bouvier et Séverine Ivard. Ils étaient seuls candidats en lice, ainsi que le canton de Donfront-en-Poiré avec Catherine Meunier, Jérôme Nury, ainsi que le canton d'Écouves avec Christophe Delaborde, le président du conseil départemental de l'Orne, et Béatrice Métayer, et enfin le canton de Vimoutier avec Jean-Pierre Ferré et Agnès Lègre, élus pareil avec près de 80% des voix dimanche dernier. On va prendre à présent la direction de la Seine-Maritime et de la Pointe-de-Caux avec le canton d'Octeville-sur-Mer, où la sortante Florence Durande est réélue, ainsi que son binôme Olivier Roche. Pour lui, c'est une première élection. Tous deux l'emportent avec 58,3% des suffrages. Et puis, je voudrais attirer votre attention sur ce canton de l'Eure, le plus petit canton de l'Eure, le canton d'Évreux numéro 1. Un canton où il n'y a pas de suspense finalement, puisque dans ce canton, les candidats qui étaient arrivés second, Olivier Vermelin et Leïla Kamoun, ne se sont pas réinscrits pour le deuxième tour. Donc dans ce canton, sans surprise, ça sera forcément Stéphanie Auger qui sera réélue, même si le résultat définitif n'est pas encore connu, ainsi que Manuel Ordonez. Une petite précision enfin, puisque pendant toute cette soirée, vous allez voir apparaître sur votre écran en bas un petit QR code. Ce QR code, vous allez pouvoir le flasher à l'aide d'un smartphone, et toute la soirée, vous pourrez prendre connaissance depuis votre smartphone donc de tous les résultats officiels et définitifs dès qu'ils nous seront transmis par la préfecture. Merci Magali, merci Véronique. On va aller à Caen retrouver un des colistiers de Mélanie Boulanger. C'est l'écologiste Rudy L'Orphelin, qui était déjà candidat il y a un peu plus d'un an au municipal. Rudy L'Orphelin, bonsoir. Le score de votre tête de liste, Mélanie Boulanger, on le rappelle, un peu plus de 25% des voix. À quoi c'est dû? Je posais la question à Nicolas Maillard-Rossignol il y a quelques instants. Qu'est-ce qui a fait justement qu'elle devance de plus de 5 points le Rassemblement national? Je crois que depuis le début de cette aventure commune, on a construit une dynamique de rassemblement de la gauche et des écologistes, avec 11 formations politiques, sur la base d'un projet on ne peut plus clair, qui est fondé sur les transitions qui sont nécessaires dans les 5, 10, 15 prochaines années pour faire face aux différentes crises qui sont encore largement devant nous. Je ne dévoilerai pas ici les éléments récents qui émanent des fuites du prochain rapport du GIEC, du groupement d'experts sur le climat, qui démontre toute l'urgence d'agir notamment en matière de transition écologique. Et je pense que quand la gauche et les écologistes se retrouvent autour d'un projet qui permet à la fois de préserver l'environnement, tout en créant de nombreux emplois durables et non délocalisables, eh bien, il y a des électeurs et des électrices au rendez-vous. Et je veux remercier ici toutes celles et tous ceux qui se sont portés sur la liste de Mélanie Boulanger et qui nous ont fait confiance à l'occasion de ce scrutin. Je veux aussi saluer ici, bien entendu, même si on attend les résultats définitifs de façon républicaine, la victoire de M. Morin. J'invite en revanche celui-ci et ses colistières à prendre ce résultat avec beaucoup d'humilité au regard du niveau historiquement élevé d'abstention. Je pense que ici, on est dans ce qui ressemble peu à peu à un théâtre sans spectateurs, et on a une responsabilité commune, l'ensemble de la classe politique, à faire en sorte qu'on puisse démontrer ce que sont les enjeux de ces différents rendez-vous électoraux. Est-ce que l'enjeu, de ce point de vue-là, j'ai envie de dire que de l'écologie que vous avez défendue durant cette campagne, cet enjeu a été compris par les électeurs quand on voit ce score ce soir de votre candidate? Est-ce que c'est l'écologie quelque part qui a aussi gagné?
Absolument, je pense que, vous savez, moi je suis écologiste engagé dans l'écologie depuis plus de 20 ans. Et je pense que progressivement, l'écologie gagne du terrain dans la société. Ce résultat le démontre une fois encore. Nous ne gagnons pas ce soir, c'est évident, mais nous serons à la région la première force d'opposition, ça je m'en félicite. Maintenant, je dis que nous avons une responsabilité qui va être de reconstruire progressivement sur un arc gauche et écologiste, eh bien, tout simplement une véritable dynamique en région. Et nous irons dès demain, dès cette semaine, dès que ça sera possible, à la rencontre des Normands, parce que je pense qu'ils et elles l'attendent. Et ils nous l'ont dit pendant cette campagne électorale. On a des rendez-vous importants qui viennent et on sera au rendez-vous et à la hauteur, je l'espère, de ces défis. Merci Rudy L'Orphelin, merci beaucoup. Ce score de Mélanie Boulanger dont vous parliez, Nicolas Mayer-Rossignol, est-ce qu'il n'est pas aussi le résultat du fait qu'elle ne se soit pas alliée à Sébastien Jumel? Finalement, elle n'aura pas trahi son camp, Mélanie Boulanger, en passant ce second tour. Non, je dirais pas ça comme ça. Ce que je constate simplement, c'est qu'au premier tour, nous avions terminé autour de 18, 19, quelque chose comme ça. Monsieur Jumel avait fait autour de 9, je crois. Un peu plus de 9. Un petit peu plus de 9. 9,64. Voilà, c'est ça. Et si on fait la somme, nous obtenons au second tour un score équivalent. Donc il n'y a pas eu entre guillemets, de déperdition. Je pense qu'on revient sur le même message. C'est-à-dire que quand on a une ligne politique très claire, en l'occurrence, c'est la social-écologie, c'est ce que vient de dire Rudy L'Orphelin, eh bien, les électeurs qui se retrouvent dans ces convictions qu'on a besoin de transition, eh bien, tout simplement, ils adhèrent à cette ligne, premier tour, second tour. C'est très important ce qu'a dit Rudy L'Orphelin, puisque, bon, il y a un vainqueur, bravo à lui, bravo à son équipe. Mais demain, on a des défis à relever ensemble. Je rappelle quand même que la Normandie est la région qui artificialise le plus les sols de France. C'est la région aussi qui a le plus de problèmes en termes de qualité de l'air. On sait qu'en termes de circulation, les trains, etc., c'est pas facile. La région ne peut pas tout faire, il ne s'agit pas d'incriminer M. Morin. Il s'agit juste de dire qu'on doit se rassembler pour travailler ensemble sur ces sujets. Et je crois que Mélanie Boulanger, avec les écologistes, avec toutes les forces de gauche, a réussi à porter ces éléments-là. Et j'espère qu'on pourra les porter ensemble au Conseil régional. Parce qu'il y a des sujets écologiques sur lesquels aussi Sébastien Jumel n'était pas d'accord. C'est pour ça que je vous parle de trahison aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, elle a été fidèle à ses convictions, à ce qu'elle avait initié dès le premier tour? Moi, je ne peux dire qu'une seule chose. Mélanie Boulanger a certainement plein de défauts. Mais ce dont je suis absolument sûr, c'est qu'elle a toujours été et qu'elle sera toujours fidèle à ses convictions. Catherine Morin-Desailly, sur la question justement de la place que pourrait prendre l'écologie, dont on n'a pas forcément beaucoup parlé durant la campagne. Il y a eu des valeurs écologiques, mais il n'y a pas eu de thématique, de débat sur l'écologie, savoir si la Normandie devait être plus verte ou pas. Ce n'est pas une question qu'on a entendue sur les plateaux de télévision et à la radio. Pas des questions qui ont été posées par les journalistes lors des quelques débats qui se sont tenus. En revanche, dans les réunions, dans les meetings que nous avons tenus, nous avons parlé d'écologie. Parce que l'écologie, elle est partagée. Les défis que nous avons devant nous, nous avons à les relever, bien entendu, ensemble. Et je voudrais quand même rappeler que Hervé Morin crée le GIEC normand avec cette perspective justement de faire de la lutte contre le réchauffement climatique, de la transition énergétique, des grands enjeux de la politique régionale demain. Et donc si vous vous référez au programme de la campagne, au projet que nous portons, il y a bien une dimension écologique extrêmement forte, bien entendu. C'est un sujet très important. Alors encore une fois, on en a débattu nous beaucoup, on a tenu des tables rondes, je vous renvoie à ces tables rondes, je vous renvoie à notre projet, vous y trouverez des éléments plus que substantiels, parce que c'est un vrai défi. L'écologie n'appartient à personne. Voilà. Mais l'écologie, ce sont des choix et ce sont des actes. Et donc, on va voir dans ce mandat, je rappelle que les engagements de l'Union européenne, de la France et donc de la Normandie, c'est pour 2030, c'est pas pour dans 30 ans, c'est dans 9 ans, c'est-à-dire que ce mandat doit être le mandat des actes. Et vous savez, quand vous faites des choix sur l'écologie, ça veut dire parfois renoncer, vous l'avez peut-être vu sur la métropole Rhône-Normandie, renoncer à d'autres projets. On va voir les actes de la majorité régionale nouvelle. On sera au cœur du mandat. Guillaume Penel, quels enseignements vous tirez, vous, là, de ce second tour? Vous avez parlé d'abstention, on ne va pas y revenir. C'est un fait. Oui, c'est un fait. Particulièrement pénaliser notre famille politique. Oui, voilà. mais quels enseignements, autres enseignements, alors, tirez-vous de ce second tour? Un petit mot quand même sur le score de vous aviez des attentes, par exemple, sur les territoires ruraux. J'arrête de vous couper. Je voudrais quand même rappeler à la gauche ce soir qu'elle perd près de 8 points par rapport
à 2015 et qu'ils perdent en fait des dizaines de milliers de voix sur le territoire. C'est absolument pas une victoire de la gauche ce soir, puisque M. Meyer-Rossignol avait effectué un score équivalent à M. Morin en 2015 autour de 34%. Donc la baisse, elle est aussi significative que la nôtre. Donc je pense qu'il faut être très modeste dans ces résultats, même s'il ne s'agit pas de commenter toute la soirée à la virgule près l'addition des uns et des autres. Bon, je voudrais quand même revenir en fait sur les enjeux de ce scrutin. Vous avez tout à l'heure signifié que M. Hervé Morin, dans un sondage à 68%, était populaire. Mais est-ce que les Normands connaissent les compétences de la région? Est-ce que les jeunes savent en fait que la région s'occupe des lycées? Est-ce que les jeunes s'occupent en fait que la région s'occupe des trains? En fait, ce sont malheureusement en fait ces collectivités locales sont très éloignées des préoccupations des gens. Et c'est véritablement un drame. Les jeunes ne savent pas ce que c'est qu'un département. Les jeunes ne savent pas en fait comment on vote au département. Un canton, qu'est-ce que c'est qu'un canton en fait pour un jeune aujourd'hui qui a 18-20 ans? Quand vous habitez le canton de Mini-Lénard, il y a un différentiel de 50 km. Est-ce que ça parle aux gens? Non, pas du tout. En fait, c'est totalement abstrait. Avant, nous avions des cantons à l'échelle humaine. Comment on peut faire pour justement que les jeunes électeurs, les électeurs tout court d'ailleurs, quand on regarde le chiffre de l'abstention, s'intéressent à ces élections? Oui, mais comment? Alors, bon, il y a des moyens peut-être modernes et technologiques. J'y suis partisan parce qu'on les voit toujours sur leur smartphone. Et j'avais ma fille tout à l'heure qui me disait moi, j'aimerais bien voter en fait sur mon smartphone, c'est-à-dire de façon électronique. Je pense que c'est peut-être une solution. Je pense qu'il va falloir trouver des solutions parce qu'il ne faut pas compter sur l'État pour distribuer la propagande électorale parce qu'elle ne le fera pas. Elle ne le fera plus visiblement. Donc, il va falloir trouver d'autres solutions. Alors, il y a cette question vraiment du vote obligatoire qu'il va falloir se poser parce que c'est quand même aussi une vraie question de fond. Parce que, si vous voulez, là, c'est installé, et je termine là-dessus, c'est installé une sorte de suffrage censitaire. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est nécessairement, les téléspectateurs, ce que c'est que le suffrage censitaire. Ça s'est fait en France sous la Révolution. C'est-à-dire que c'est les plus riches qui votaient. Ce sont ceux qui payent l'impôt qui votaient. Et on a malheureusement cette impression que ceux qui se sont déplacés en direction des urnes, c'est une catégorie plutôt favorisée, des CSP+, plutôt les cadres des boomers. Vous savez, je m'adresse aux jeunes en disant les boomers, ceux qui sont nés dans les années 50-60 et qui, et tant mieux pour eux, ont connu les 30 glorieuses, des salaires en augmentation, une retraite souvent où ils avaient l'opportunité de partir à la retraite à 60 ans. Donc il ne faudrait pas nous dire aujourd'hui que c'est ces mêmes personnes qui disent vous les jeunes, ça va être difficile pour vous, on va baisser vos salaires et puis vous allez travailler jusqu'à 65-67 ans. Donc je pense que l'enjeu, parce que l'enjeu c'est demain, c'est la jeunesse. Il faut impérativement faire revenir cette jeunesse vers la jeune. On compte sur l'élection présidentielle, on sait qu'on a un électorat très jeune, il y a l'élection présidentielle, on compte dessus. Pour autant, c'est vrai que ces élections locales, malheureusement, n'intéressent plus personne. Il va falloir remédier à ça en trouvant des solutions modernes et, encore une fois, en direction de la jeunesse. On propose et comment on intéresse ces jeunes de nouveau à la politique. Plus de 8 sur 10 ne se sont pas rendus aux urnes. C'est une abstention record. Stéphanie Yoncourtin, qu'est-ce que vous proposez? Vous avez fait tous les postes quelque part. Vous avez commencé maire de Saint-Comté dans l'agglomération caennaise, puis conseillère départementale. Vous allez faire votre entrée à la région. Qu'est-ce que vous proposez justement pour ramener les jeunes vers la politique et qu'ils aient un peu plus confiance dans les élus? À mon avis, il n'y a pas que les jeunes. C'est ramener tous ceux qui pensent que les élus promettent des choses et ont promis des choses depuis 40 ans, mais qui n'ont pas tenu, et puis qu'il y a une espèce d'entre-soi. Vous voyez, là, on se déchire. Toi, tu n'as pas fait ci, toi, on déroule, on donne des bons points. Moi, ce que je propose, c'est d'abord de mieux territorialiser les conseillers régionaux. On pourra me faire tous les procès qu'on veut, mais moi, je suis sur le terrain. J'ai une permanence locale en tant que députée européenne à Saint-Comté. Et comme conseillère régionale de proposition et pas d'opposition, je serai là. Je serai là pour continuer à répondre, pour faire le lien entre l'Europe, entre le local, entre le national, sans aller taper sur le gouvernement systématiquement, sans aller chercher de la responsabilité chez les autres. On a tous une part de responsabilité. Moi, je veux m'adresser aux 2/3 de personnes, aux 8 personnes sur 10, pour leur dire que oui, il faut qu'ils parlent et qu'ils s'expriment. Alors des votes électroniques, alors effectivement que le gouvernement soit soumis à un procès en incompétence pour ne pas avoir distribué les tracts, mais au-delà de ça, c'est les écouter et ne pas faire de promesses en l'air. Il y a une espèce de baronnie, vous savez, qui s'instaure en politique. Si les gens ne croient plus, c'est que c'est plus profond que ça. C'est même plus un vote de sanction parce qu'on ne vote plus Rassemblement national, c'est un vote où on n'est même plus présent. Les gens ne se donnent même plus la peine de venir. Réfléchissons
tous ensemble, au-delà des clivages politiques, gardons nos sensibilités. L'écologie, elle ne doit pas être punitive. Moi, j'y travaille à l'écologie avec mes collègues anciennement Europe Écologie Les Verts, avec des gens qui viennent de tous les bords, Est-ce avec qu'il y a des Verts un sujet, allemands. un dossier, Stéphanie Yoncourtin, Au-delà des clivages, Franck, au-delà des clivages. Demain à la région, Oui, quelle l'Europe. serait la priorité? Oui, l'Europe. Un dossier. Oui, l'Europe, Parce que Franck. vous L'Europe, siégez à la fois à l'Europe Franck, et à la région. l'Europe. Oui, ok. je travaillerai sur l'Europe parce que la région est l'autorité de gestion des fonds européens. On n'en parle jamais. Qui nous a dit, lorsqu'on est en pleine pandémie, 1 800 000 masques avaient été distribués aux Normands et avaient été payés à 80% par l'Europe, qui nous dit que toutes les infrastructures autour sont payées par l'Europe. Alors, on peut là encore faire un procès à l'Europe, mais l'Europe, elle est présente dans nos territoires. Le FSE, elle aide sur l'écologie également, on y travaille. Les pêcheurs, je voulais aussi dire que je suis d'accord, Monsieur Morin a fait de superbes choses, mais les pêcheurs se sentent oubliés. Et moi, je veux continuer à les aider, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, et quel que soit ce qu'ils ont voté finalement. Parce que ce n'est pas un procès à ces gens-là. C'est peut-être nous qui devons nous interroger tous ensemble, et j'invite tous les collègues qui sont sur le plateau à débattre avec toutes les personnes le plus largement possible. On en reparlera, Madame Yoncourtin. On reparlera d'ailleurs des régionales dans un instant, mais on va s'intéresser aussi un petit peu aux départementales, parce qu'il y a les régionales et il y a les départementales. Ce soir, un double scrutin. Direction, si vous le voulez bien, à présent, la Seine-Maritime à Rouen, où l'on part tout de suite retrouver Catherine Lecomte. Catherine, avez-vous des nouvelles à nous annoncer? Dites-nous, parce que la Seine-Maritime, il y a un petit suspense quand même. Oui, et les premiers résultats commencent tout juste à tomber. Les régionales ont été dépouillées en premier. On attend toujours les résultats pour les grandes villes. En fait, on sent beaucoup de tension dans l'air. Sur les 35 cantons à renouveler, eh bien, dimanche dernier, je vous rappelle que la gauche était en tête dans 18 d'entre eux et la droite dans 17. Alors ce soir, chaque voix va compter, surtout avec cette forte abstention de 29,46%, avec juste un tiers des électeurs qui s'est déplacé pour voter. Et on a particulièrement surveillé ce qui se passe dans certains cantons tests qui pouvaient ou pas basculer à gauche, comme celui du Havre 1 et du Havre 4 qui finalement pourraient rester dans le giron de la majorité départementale, et aussi ceux de Dieppe 1 et 2 où André Gauthier et Blandine Lefebvre n'étaient pas sûrs de conserver leur siège et finalement eh bien, ils pourraient l'avoir. Même chose sur Rouen 1 où Jean-François Bure et Marine Caron eux aussi étaient en danger face à un duo socialiste, et si la droite gagne, si la gauche gagne ce canton, eh bien, il pourrait y avoir une égalité parfaite. Bref, vous le voyez, ça s'annonce vraiment très serré. L'enjeu est bien de savoir ce soir si la gauche va réussir ou non son pari de récupérer la Seine-Maritime qu'elle avait perdue de justesse en 2015, le département le plus peuplé de Normandie qui visiblement toujours aussi partagé ce soir. Bertrand Bélanger, que l'on attend toujours ici, devra-t-il ou pas céder son fauteuil ce soir à Christophe Bouillon? Le résultat dépendra sans doute aussi des reports de voix. On annonce par exemple ici, on a murmuré en tout cas que ceux du PC s'étaient très mal déroulés vers la gauche. Et puis, il y a aussi un canton que l'on va surveiller de près, c'est celui de Bolbec, où Dominique Métaux, qui serait en tête ce soir, s'était présenté sans étiquette, ni à gauche, ni à droite. Voilà, on suivra justement ce suspense. Si on est dans le département de la Seine-Maritime, on va prendre la direction du département de la Manche à présent pour retrouver Pauline Comte. Les résultats sont, j'imagine, Pauline, en train de tomber et d'être officialisés par la préfecture. Il y avait un rapport de force droite-gauche favorable justement à cette majorité d'hiver-droite dans la Manche, avec un président qui ne va pas se représenter, Marc Lefebvre. Comment est l'ambiance ce soir au conseil départemental ? Eh bien, Franck, ici comme au premier tour, l'ambiance est très calme dans la Manche. Aucun candidat n'a été élu dès le premier tour. Vous le savez, 2 binômes sont donc en duel dans les 27 cantons où 54 postes de conseillers départementaux sont à pourvoir. Dans ce département ancré historiquement à droite, la majorité sortante était en tête au premier tour et cela semble se confirmer au fur et à mesure que les résultats tombent, à l'image de Saint-Lô 1 où le binôme Philippe Gosselin et Adèle Aumet sont
largement en tête. C'est aussi le cas dans le canton de Villedieu-les-Poêles ou encore dans celui de Créance, où la droite enregistre plus de 70% des voix. Le président du conseil départemental, Marc Lefebvre, ne se représente pas, vous l'avez dit. L'actuel premier vice-président Jean Morin est pressenti, candidat dans le canton de Créance. Il pourrait être le nouveau visage de la Manche. Réponse jeudi prochain, le 1er juillet, lors de l'installation du nouveau président du conseil départemental. Merci Pauline. Et donc on a bien retenu qu'un Morin pouvait en cacher un autre, puisque on pourrait avoir un Jean Morin élu dans le département de la Manche. On suivra ça. Il y en a d'autres. Catherine Morin-Desailly, comme ça, par hasard. À la tête des collectivités, je voulais dire. Mais on avait bien retenu. On va continuer notre tour des départements. Direction à présent le Calvados. Retrouver Stéphanie Pottet. Là aussi, pas de gros changements politiques à attendre. Il n'y aura pas de bascule. La droite et le centre vont conserver, Stéphanie, ce département. Oui, selon toute vraisemblance sur les 25 cantons de ce département, avec une abstention similaire au premier tour, ici près de 71%, soit, rappelons-le, 15 points de plus qu'en 2015. Alors, on redoutait l'entrée du Rassemblement national dans l'hémicycle. Ce ne sera pas le cas. C'est une crainte qui a été balayée dès le premier tour la semaine dernière. Quant à la gauche, traditionnellement minoritaire dans le Calvados, elle résiste bien. Elle pourrait grignoter des cantons comme celui de Ouistreham ou encore celui d'Hérouville-Saint-Clair. Rappelons que le Bodem Rodolphe Thomas, qui détenait ce canton depuis près de 20 ans, ne se représente pas. Alors globalement, vous l'avez dit, on s'attend à une continuité dans le Calvados avec cette longue tradition centriste forgée ici au fil des années d'Ornano, un centrisme incarné par Jean-Léonce Dupont, le président du conseil départemental depuis 2011. Il est candidat à sa propre succession et il a été réélu sur son canton de Bayeux. Voilà pour le Calvados, un suspense ici qui n'a rien d'insoutenable. Merci beaucoup Stéphanie, merci. On va partir dans l'Eure maintenant où nous attend Frédéric Nicolas, que l'on va rejoindre en préfecture à Évreux cette fois. Bonsoir Frédéric, est-ce que vous avez des résultats de votre côté? Ça commence à tomber du nôtre. Pas de grande surprise. Tout à fait, une avalanche de résultats de notre côté. Tout d'abord, Gaillon et Saint-André-de-l'Eure, pari perdu pour le RN qui était en tête dans 2 cantons seulement, ces deux-là. C'est la droite qui l'emporte. Le Neubourg, Conchamnouche, la droite l'emporte, notamment avec Jean-Paul Legendre, qui est le président de l'Union des maires de l'Eure. La droite et la majorité présidentielle soutenue par Sébastien Lecornu, qui l'emporte aussi à Breteuil et Romilly-sur-Andelle. Idem à Passy-sur-Eure, là c'était le président sortant Pascal Lehongre qui donc est réélu, et puis également dans le canton de Verneuil, d'Avre et d'Iton. Un autre candidat à la majorité présidentielle qui lui est battu, c'est à souligner, c'est Bruno Kettel, le député, qui est battu de 48 voix seulement au Grand Bourteroul. Donc, à l'exception de ce résultat, c'est la droite qui est majoritairement en tête et qui donc est sans doute en passe de conserver le département. On va attendre bien sûr les autres résultats. La droite qui a repris le département en 2015 après 14 ans de socialisme, qui était en tête à l'issue du premier tour dans 17 cantons, la gauche dans 3 et le RN dans 2. Mais vous le voyez avec les premiers résultats pour le moment, c'est une tendance favorable à la majorité d'hiver droite sortante. Merci Frédéric, merci. Bruno Kettel battu, ça c'est une surprise au Grand Bourteroul. Partons à présent dans le département de l'Orne pour retrouver Aymeric Danis, département où le Rassemblement national avait quelques vues au regard des résultats des scrutins précédents et du rapport de force. Mais il n'y aura pas de conseillers départementaux RN, c'est le statu quo. Aymeric, pas de surprise dans l'Orne. Non, pas de surprise pour le Rassemblement national. Il était présent dans seulement 3 cantons ici dans l'Orne et il a été battu par la majorité départementale de droite. Donc c'était les cantons de Bagnols de l'Orne, Mortagne-au-Perche et Ré. Pour ce qui est de l'ambiance ici, c'est pas d'euphorie, c'est plutôt une certaine forme de sérénité. Le président du conseil départemental de l'Orne, Christophe de Ballor, président sortant, il est venu en fin d'après-midi, il est allé dans son bureau suivre les résultats tranquillement. Lui, il a été élu au premier tour, donc il n'y avait pas de souci pour lui pour ce second tour. Et il faut dire qu'à l'issue du premier tour, la majorité départementale était plutôt sereine parce que les tendances étaient plutôt favorables. Les cantons qui étaient déjà à droite sont restés à droite et les cantons qui étaient à gauche sont restés à gauche. On notera simplement, il y a eu dans le canton d'Alençon 2, le binôme Lurson-Mauger de la gauche qui prend le canton à Marchal-Roimier.
qui était donc à droite. Et dans le canton d'Alençon 1, le maire Joachim Pueyo semble donc être élu ce soir. Et enfin, il y avait un duel serré qui s'annonçait sur le canton d'Argentan 2. Et ce serait le duo Écobichon-Joadet qui garde ce canton face à Fouché-Chazé et Godet de la droite. Au final, il y a eu énormément d'abstentions ici aussi, comme au premier tour, avec une abstention de 74,35%. C'est encore beaucoup. Merci beaucoup, Aymeric. On va peut-être aller voir les fiches, justement, parce qu'on les entend dans les 5 départements normands, je vais y arriver, on les entend, ces résultats. Magali et Véronique, on vous retrouve, vous en avez forcément de votre côté. Allez-y, c'est à vous. Effectivement, Émilie, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail de ces chiffres que les uns et les autres vous ont donnés depuis leur pointe directe. À Bayeux, effectivement, le président du conseil départemental, Jean-Léonce Dupont, est réélu, vous le voyez, avec 69,2% des suffrages, tout comme Mélanie Lepoultier. On reste dans le Calvados, le canton d'Evrecy, ce canton qui est au sud de Caen, où là c'est intéressant puisque les deux sortants se retrouvaient au deuxième tour sur des listes opposées. Eh bien, cette fois-ci, c'est Florence Boulet et Dominique Rose qui l'emportent avec 54,10% des suffrages. Marc Bourbon et Véronique Collet sont battus avec 45,9% des électeurs. On va passer, si vous le voulez bien, dans l'Eure à présent avec un canton qui bascule. C'est assez rare ce soir, mais celui-ci bascule. C'est le canton de Saint-André-de-l'Eure, un canton où l'un des deux cantons du département où le RN était sorti en tête. Eh bien, c'est Sylvain Borégio et Julie Desplat qui sont élus au conseil départemental de l'Eure avec 59,52% des suffrages. Conchanouche, également dans le sud du département de l'Eure où les sortants ne se représentaient pas. Marcel Sapovic et Claire Lacampagne-Crochet emportent 67,4% des suffrages devant Bénédicte Bader et Emmanuel Camoin qui est également conseiller régional. Le Neubourg, alors je vais vous annoncer maintenant des réélections, ça concerne 3 cantons. Le premier, c'est celui du Neubourg, où là on assistait au même duel qu'en 2015. C'est le premier vice-président du département de l'Eure, Jean-Paul Legendre, ainsi que Martine Saint-Laurent, qui sont élus avec leur liste LR divers droite, 68,4% des suffrages. Bolbec, réélection également pour Dominique Métaux et Muriel Moutier-Le Cerf, un canton qui reste à gauche. Et puis Romilly-sur-Andelle, dans l'Eure, avec Françoise Colmar et Thierry Plouvier, qui effectueront également un deuxième mandat. Merci Magali, merci beaucoup. Et puis je pense que vous avez peut-être d'autres infos, d'autres résultats à nous donner de sources sûres, Nicolas Mayer-Rossignol. Oui, alors il faut toujours être prudent parce qu'il faudra bien vérifier les chiffres, mais a priori sur le premier canton de Rouen, qui était détenu par la droite, Mme Caron et M. Bure, a priori c'est donc les candidats de gauche de ma majorité, donc Marie Fouquet, Valentin Raslambrec, avec Marie-Christine Gros-Didier et Calman Gomis, leurs suppléants, qui seraient devant un peu plus d'une centaine de voix d'avance. Ce qui voudrait dire que les 3 cantons de Rouen passeraient donc à gauche. À vérifier, bien entendu. On va attendre les résultats définitifs avec les filles, justement. Et on va rappeler le résultat, du moins l'estimation pour l'instant, Ipsos pour France 3, de ce second tour des élections régionales avec Hervé Morin, donc, qui serait réélu avec un peu plus de 44% des voix sur la Normandie, devant Mélanie Boulanger, la candidate PS Europe Écologie, près de 26%. Le Rassemblement national et la liste de Nicolas Bay, 20,1%. Et la liste de Laurent Bonater, 9,8%. Quelle est l'ambiance justement du côté des supporters, des équipes du vainqueur de la soirée, Hervé Morin? Arthur Deshaies est à Beuzeville avec les supporters du président centriste sortant réélu ce soir. Effectivement, juste derrière moi, une ambiance festive. Vous pouvez le voir, on boit à la santé d'Hervé Morin, ici. Hervé Morin, lui, qui n'est plus là. Il est passé, il vient de partir, mais il est passé tout à l'heure, juste avant 20h, juste avant l'annonce des résultats. Mais il savait que les jeux étaient faits. Dès qu'il est arrivé, qu'il a passé la porte, toute son équipe l'a chaleureusement applaudi. Et puis lui, il avait le sourire aux lèvres. Il a parlé très vite de vraie joie, de résultats satisfaisants. Mais il a très vite eu des mots pour l'abstention. Il dit regretter cette très
mauvaise participation. Cependant, il nuance, il dit que cette abstention, c'est la même pour tout le monde. Ce n'est pas cette abstention qui l'a fait gagner, c'est pas cette abstention qui a fait perdre ses adversaires, selon Hervé Morin. Les Normands auraient choisi le candidat qui a bossé, le précédent président qui a bossé. Il se présente comme un bosseur et selon lui, cette réélection, il la vit comme une reconnaissance de ce travail. Merci Arthur Deshaies. On va revenir retrouver nos invités en plateau, mais avant je voudrais qu'on retrouve Véronique Arnoux qui a elle aussi des résultats ce soir. Oui, Émilie, des résultats pour l'Orne et la Manche, à commencer par l'Orne, donc dans le canton de l'Aigle. C'est un binôme républicain qui est élu, Véronique Louwagie et Philippe Van Horn, le maire de la commune de l'Aigle. À Argentan 2, c'était vraiment un duel serré avec 114 voix et c'est Sandrine Fouché-Chazé et Frédéric Godet, les centristes, qui l'emportent à 53,04%. Toujours dans l'Orne, dans le canton de Séton, c'est Annick Bruno, Vincent Ségouin, donc un binôme des Républicains, Vincent Ségouin, sénateur de l'Orne. Dans l'Orne, à Mortagne-au-Perche, Xavier Goutte et Virginie Valtier, les Républicains, étaient face au Rassemblement national. C'est un des 3 cantons où le Rassemblement national était encore en lice. Passons à présent dans la Manche. Dans le canton de Créance, les élus ce soir sont Edwige Colette et Jean Morin. Pauline Comte vous l'a dit tout à l'heure, Jean Morin, premier vice-président du conseil départemental de la Manche. Et enfin, à Villedieu, les Poils-Rouffigny, Philippe Bas, le sénateur républicain, est réélu aux côtés de Martine Lemoine. Merci pour ces résultats. Catherine Morin-Desailly, on va revenir sur ce scrutin des régionales et sur cette victoire d'Hervé Morin. On s'interrogeait de savoir ce qui avait pesé justement dans ce succès, dans cette réélection d'Hervé Morin avec ce score de plus de 44%. Vous qui connaissez bien l'homme, vous nous disiez en préparant cette émission qu'il est le premier à incarner la Normandie. Oui, c'est celui d'ailleurs qui avait créé l'Association pour la réunification de la Normandie en 2001 et qui fait sa première campagne en 2004. J'étais sa colistière sur le thème de la réunification de la Normandie. Et cette réunification, elle a été réussie. Ces 5 dernières années, nous y avons travaillé. Étaient commentées les qualités d'Hervé Morin. C'est un énorme bosseur. Il y passe tout son temps. D'ailleurs, il a dit qu'il serait un président à 300%. Il ne convoiterait pas d'autres mandats, d'autres fonctions. Il s'attache à travailler pour la Normandie. Non seulement c'est un bosseur, mais je peux vous dire aussi qu'il fait bosser ses équipes. Je fais partie de ses équipes et c'est tout terrain, c'est tout sujet confondu. Dans la crise sanitaire, on a tenu à être présent absolument, de voter les plans d'urgence et de relance dès le démarrage, d'accompagner les entreprises en difficulté, tout secteur confondu. Encore une fois, je crois que les Normands et les Normandes l'ont mesuré. Quand on est là à porter des masques au CHU de Rouen, en l'absence de masques fournis par le gouvernement, les Normands le voient. Donc je crois que c'est, encore une fois, en toute humilité en plus que nous abordons cette victoire, parce qu'on sait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est certain, Hervé Morin incarne la Normandie, il a une passion pour la Normandie, il est complètement dédié à la Normandie. Il nous a dit que c'était sa dernière campagne, cette fois, il nous l'a dit jeudi soir quand on était au Grenier à Sel pour le grand débat. Comment vous le voyez, ce nouveau mandat d'Hervé Morin, justement, Madame Morin-Desailly? On sait qu'en 2015, un de ses sujets de prédilection, c'était le train. Nicolas Meyer-Rossignol était bien placé pour le savoir. En 2021, ce sera quoi, à votre avis? Ça sera la poursuite de ce qui a été engagé, parce que vous citez le train, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a eu des investissements massifs, ça a été la priorité des priorités, ça se poursuit, mais tout sujet confondu, ça va être le cas. On a parlé tout à l'heure de l'écologie, bien entendu, relever le défi de la lutte contre le réchauffement climatique, ça va être le défi aussi du mandat. La transition énergétique, ça va être le défi du mandat, mais notre jeunesse, ça va être le défi aussi du mandat. On a évoqué les jeunes tout à l'heure. Je crois qu'investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir. La formation, quand on crée environ une vingtaine de nouvelles formations dans le domaine de l'apprentissage, c'est s'intéresser aux jeunes. Et on doit absolument poursuivre. Faire en sorte que les jeunes aussi aient envie de rester dans leur région. Bruno Cotresse. Oui. Que retenir de ce premier tour, de ces résultats? Oui, d'abord beaucoup de stabilité, en fait, à la fois au niveau régional, au niveau départemental. On l'a vu à quel point, on le disait tout à l'heure,
l'ancrage des formations politiques, le travail de terrain, ça paye toujours en politique. On le voit encore à nouveau ce soir. Il va y avoir une tâche très importante quand même pour les nouveaux exécutifs départementaux, régionaux, pour les nouveaux conseils départementaux, régionaux, c'est s'atteler à cette question de la participation. Comment les collectivités territoriales vont-elles s'engager pour faire revenir vers la politique les jeunes Normands, les catégories qui se sont senties un peu mises hors du jeu électoral. Vous avez là, mesdames et messieurs, les élus nouveaux, en tout cas, sous ceux qui ont des responsabilités politiques, un très bel enjeu pour les années qui arrivent. Est-ce que ça tient pas au contexte aussi, cette année qu'on a vécue qui était très marquée par mais bien sûr, il y a à la fois un effet de une campagne qui n'a pas vraiment existé. Mais quand on regarde les différentes élections, elles ont chacune à ce moment-là leur contexte. On a vu au municipal, on disait c'est le début du Covid. On a vu aux législatives, on dit c'est 5 semaines après la présidentielle. Et on voit que mis bout à bout, ça commence à faire un sacré problème de participation civique. Ça s'installe, et là, et au premier tour, et au second tour, alors qu'il n'y a plus aucune restriction de sortie. Donc effectivement, c'est un sujet auquel il faudra réfléchir. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette première partie de soirée. On va se quitter quelques instants, juste le temps de s'intéresser aux autres résultats ailleurs en France, dans les autres régions et dans les autres départements. Vous allez retrouver Carole Gessler et Francis Letellier. Mais nous, on se retrouve dès 21h15 en compagnie justement des 4 finalistes de ces élections régionales. On va analyser tout ça avec eux, sans oublier bien sûr tous les résultats dans vos cantons, avec Véronique Arnoux et Magali Nicolin. Restez avec nous, à tout à l'heure.